Au Groenland, Monsieur le Président, pourquoi est-il si important pour vous de le posséder alors que vous y avez une présence militaire que vous pourriez étendre pour affecter la sécurité? Parce que quand nous le possédons, nous le défendons. Vous ne défendez pas les beaux de la même manière. Vous devez le posséder. En 1959, sur les plaines glacées du nord-ouest du Groenland, une ville a vu le jour non pas au-dessus de la glace, mais en dessous, inondée de lumière artificielle et alimentée par un réacteur nucléaire. Elle représentait un exploit d'ingénierie dans un lieu où aucune ville humaine n'était censée exister. Alors, nous allons faire quelque chose avec le Groenland, soit de manière agréable, soit de manière plus difficile. Mais derrière l'éclat du progrès, une question plus discrète planait. Pourquoi construire quelque chose d'aussi permanent dans un endroit aussi inhospitalier ? La merveille sous la glace. De l'extérieur, Camp Century apparaissait comme un avant-poste scientifique empreint d'optimisme. Sous 8 mètres de glace, des ingénieurs militaires américains avaient construit quelque chose de stupéfiant. Non pas un simple abri, mais une véritable ville. Il ne s'agissait pas d'un campement de tentes, ni d'une enfilade de baraquements métalliques où des chercheurs tentaient de survivre dans des vents glaciales. Camp Century proposait des projections de films, des douches chaudes, un salon de coiffure et même une chapelle, le tout alimenté par le tout premier réacteur nucléaire portable au monde. Au centre de l'installation se trouvait le PM2A, diffusant silencieusement chaleur et électricité, rendant l'impossible presque banal dans l'un des environnements les plus inhospitaliers de la planète. Pour le grand public, Camp Century avait des allures de science-fiction devenues réalité. L'armée américaine diffusait fièrement des images en couleur du quotidien sous la glace, accueillant journalistes et troupes de scouts comme s'il s'agissait d'un parc national souterrain. Les ingénieurs y démontraient la technique du cut and cover, utilisée pour creuser les tunnels, minimisant la taille des machines et le caractère durable de la construction. Tout semblait propre, maîtrisé, pensé pour impressionner. Mais même dans ces aperçus soigneusement scénarisés, quelque chose ne collait pas. Le confort de Camp Century n'était pas seulement inhabituel, il était injustifié. Pour un projet présenté comme dédié à l'étude du climat, l'infrastructure paraissait démesurée. Ce lieu n'était pas simplement habitable, il avait été conçu pour durer. Des fissures dans l'histoire. Alors que le monde extérieur s'émerveillait des équipements élégants de Camp Century et de son design autonome, de discrètes incohérences commencèrent à apparaître sous la surface. Pour une station construite pour abriter seulement 200 scientifiques, l'ampleur de la construction était complètement disproportionnée. Les avant-postes de recherche polaire typiques reposaient sur des structures compactes et modulaires, acheminées par avion ou par de petites équipes de traîneaux. Pourtant, Camp Century a vu arriver d'imposants convois de machinerie lourde traversant l'étendue glacée du Groenland par vagues que l'armée appelait des « heavy swings ». Ils ne transportaient alors pas des microscopes ni des échantillonneurs de neige. Ils acheminaient des bétonnières, des poutres d'acier renforcées et du matériel de forage fabriqué en Suisse. Un équipement plus approprié pour creuser des tunnels de métro que pour étudier des glaciers. L'ampleur de ces livraisons soulevait une question discrète mais persistante. Qu'est-ce qu'ils étaient vraiment en train de construire sous toute cette glace ? Le poids et le volume même des matériaux laissaient entrevoir quelque chose de bien plus complexe qu'une simple station scientifique. Le réseau logistique rivalisait avec celui d'une petite ville industrielle, pas d'un laboratoire arctique. Pour chaque image destinée aux caméras montrant des soldats lisant des livres ou célébrant les fêtes, des tonnes d'infrastructures affluaient vers un lieu où aucune population permanente ne résiderait jamais. Et puis, il y avait la géographie. La base n'avait pas été installée pour des raisons d'efficacité climatique, elle se trouvait sur la trajectoire de vol la plus courte entre Washington et Moscou, un corridor d'une importance stratégique majeure pendant la guerre froide. Et cette logique stratégique n'a pas disparu avec la fin de la guerre froide. Mais en 1959, cette même logique s'est matérialisée sous une autre forme, du béton, de l'acier et des tunnels enfouis sous la glace. Si l'objectif réel avait été la collecte de données météorologiques, presque n'importe quel autre point de la calotte glaciaire aurait fait l'affaire. Mais cet emplacement précis semblait répondre à une toute autre logique. Le train qui n'existait pas. Sous la chaleur et l'agitation des niveaux supérieurs de Camp Century, un autre réseau plus discret prenait forme. Un réseau que peu de gens ont vu.
tandis que les scientifiques analysaient des carottes de glace et regardèrent des films hollywoodiens dans des salons préfabriqués. Des ingénieurs, en contrebas, testaient quelque chose qui n'avait aucun sens dans une base de recherche climatique. Un chemin de fer souterrain à grande échelle. Des plans techniques et de rares photos d'archives révèlent des tunnels sans équivalent dans les stations arctiques. Voûtés, larges et renforcés. Leur hauteur et leur largeur dépassaient de loin les besoins humains. Au lieu de simples passages étroits ou de pistes pour traîneaux, ces couloirs souterrains comportaient des rails en acier intégrés à de la neige compactée sur lesquels circulaient des wagons plats transportant des charges simulées de plusieurs dizaines de tonnes. Il ne s'agissait pas d'une infrastructure destinée au transport d'échantillons ou de ravitaillement, elle avait été conçue pour déplacer quelque chose de grand, de lourd et de mobile, quelque chose qui ne devait pas être vu. Les imposantes machines de forage suisses, que l'on pensait initialement dédiées à l'aménagement des zones de vie, avaient en réalité servi à creuser ce système de transport surdimensionné. Dans les niveaux inférieurs, les ingénieurs consignaient des données sur la fatigue des métaux, la contraction thermique et les contraintes structurelles. Ce n'étaient pas là les préoccupations d'un géologue ou d'un glaciologue. C'étaient les calculs nécessaires au maintien d'un véritable réseau logistique souterrain. Et le détail le plus révélateur était spatial. Ces tunnels ne s'arrêtaient pas sous le camp. Ils s'étendaient vers l'extérieur, disparaissant dans l'obscurité, tels les vaisseaux d'un système encore en cours de construction. Si Camp Century n'était qu'une simple station, alors quoi ou qui était censé y transiter? La base avait tous les attributs d'un nœud de transport à une absence glaçante près. Il n'y avait pas de train. Projet Iceworm. Le train manquant a finalement refait surface, sur papier. En 1997, plusieurs décennies après la fermeture de Camp Century, des documents militaires américains déclassifiés ont révélé le véritable nom et objectif du projet, le projet Iceworm. Loin d'être une station de recherche arctique, l'installation était en réalité le prototype d'un système secret de lancement nucléaire enfoui sous la glace du Groenland. Le plan était audacieux. S'il avait abouti, il aurait transformé toute la calotte glaciaire en une immense plateforme mobile de missiles capable de lancer une frappe nucléaire de représailles contre l'Union soviétique, à l'abri des radars, au sens propre comme au figuré. Les détails étaient vertigineux. Des ingénieurs militaires américains proposaient de construire un réseau de tunnels souterrains s'étendant jusqu'à 4000 km à travers la glace, formant une toile gelée sous 130 000 km² du Groenland. À l'intérieur de ce labyrinthe souterrain devaient circuler 600 missiles Iceman, une version modifiée du Minuteman, conçue pour être lancée depuis des wagons mobiles se déplaçant en continu sous la glace. La logique était simple, la mobilité garantissait l'invisibilité. En faisant constamment varier l'emplacement des missiles, Iceworm serait invulnérable à toute frappe préventive. Mais le secret avait un prix. Le Danemark, nation souveraine responsable du Groenland, avait formellement interdit la présence d'armes nucléaires sur son territoire. Iceworm a pourtant avancé sans leur connaissance ni leur consentement. Toute l'opération, de l'ampleur de la construction à l'acheminement des ogives, relevait d'un tour de passe-passe géopolitique mené dans le dos d'un allié. Le réacteur nucléaire PM2A, autrefois salué comme une innovation pacifique, n'était en réalité qu'un prototype destiné à alimenter les trains de missiles de la flotte souterraine d'Iceworm. Quant aux hommes stationnés à Camp Century, nombreux étaient ceux qui, sans le savoir, participaient à l'entretien d'un prototype de machine apocalyptique de la guerre froide. La nature n'oublie pas. Malgré toute sa précision technique et sa vision stratégique, le projet Iceworm s'est effondré face à une force que ses concepteurs n'avaient pas pleinement anticipée, le glacier lui-même. Dans leurs calculs, les ingénieurs américains avaient considéré la glace du Groenland comme stable, l'imaginant comme une immense fondation gelée capable de garder sa forme pendant des décennies. Mais un glacier n'est pas immobile. Il s'écoule, il plie, il se comprime sous son propre poids. En à peine 3 ans de fonctionnement de Camp Century, la réalité s'est imposée. Les parois se bombaient vers l'intérieur, les plafonds s'affaissaient et les poutres d'acier se tordaient comme du fil ramolli sous une pression colossale. La lente et inexorable poussée de la glace en mouvement ne pouvait être stoppée. Aucun creusement ni renforcement ne pouvait empêcher les tunnels de s'effondrer.
Les rails, autrefois bien droits, se sont tordus en arcs inutilisables et les machines censées entretenir le système se sont retrouvées ensevelies dans la matière même qu'elles devaient dominer. Ce ne fut pas une défaite causée par des tirs ennemis ou des tensions diplomatiques, mais par le poids ancien et mouvant de la nature elle-même. En 1966, l'armée américaine ordonna l'évacuation totale du site. Le réacteur nucléaire fut démonté et retiré. Tout le reste fut abandonné. Plus de 9000 tonnes d'infrastructures, 200 000 litres de diesel, de l'isolant toxique imprégné de PCB, ainsi que d'importants volumes d'eau usée radioactive laissés sur place pour geler. À l'époque, cela paraissait acceptable. Les scientifiques pensaient que la glace continuerait de s'accumuler, scellant Camp Century à jamais sous un tombeau silencieux en perpétuelle croissance. Mais ils avaient bâti leur plan de sortie sur une hypothèse erronée que la glace, tout comme les secrets, ne fond jamais. Quand la glace fond. Pendant des décennies après la fermeture de Camp Century, le monde a en grande partie oublié ce qui restait sous la surface du Groenland. La croyance selon laquelle la glace préserverait et ensevelirait le site à jamais est restée incontestée. Mais le climat a changé. Et avec lui, le comportement du glacier qui autrefois emprisonnait la ville secrète américaine. Selon des recherches récentes menées par des scientifiques comme William Colgan et Horst Maschgut, la calotte glaciaire du Groenland n'est plus en expansion, elle se rétrécit. La fonte dépasse désormais les chutes de neige et le tombeau commence à s'ouvrir. À mesure que les températures montent, l'eau de fonte ne disparaît pas simplement. Elle s'infiltre vers le bas, creusant de fins canaux à travers la glace, agissant à la fois comme lubrifiant et solvant. Cette eau commence à atteindre les vestiges de Camp Century. Et lorsqu'elle y parviendra, elle ne déplacera pas seulement l'acier et les débris. Elle va remuer un mélange toxique de carburant diesel, de PCB et de déchets radioactifs qui n'étaient jamais censés réintégrer l'écosystème. Une fois que ce mélange trouvera un chemin, il pourrait s'écouler silencieusement à travers les systèmes naturels de drainage du glacier pour finir par se déverser dans les eaux côtières et les chaînes alimentaires de l'Arctique. Et même si ces risques deviennent de plus en plus évidents, la volonté politique, elle, reste gelée. Le gouvernement des États-Unis affirme que l'accord de base de 1951 le dégage de toute responsabilité en matière de nettoyage. Le Danemark, prudent face au risque d'être impliqué dans une négligence datant de la guerre froide, reste largement silencieux. Les équipes scientifiques se voient interdire tout forage direct dans la zone des déchets. Camp Century est passé du statut de secret militaire à celui de zone interdite pour la science. Son plus grand danger n'est plus ce qu'il a été, mais ce qu'il pourrait encore devenir. L'autre secret du Groenland. En 2016, l'opération Icebridge de la NASA a révélé quelque chose de gigantesque sous le glacier Hiawatha, au Groenland, un cratère large de 31 km, probablement formé il y a des milliers d'années par l'impact d'un astéroïde d'environ 1 mile de diamètre. Bien que sans rapport avec Camp Century, sa présence reflète une vérité plus profonde. La glace du Groenland ne se contente pas de préserver, elle dissimule. Qu'il s'agisse d'une plateforme de missiles de la guerre froide ou d'un impact ancien, la glace a une longue histoire de conservation d'événements qui ont bouleversé le monde. Le cratère comme la ville racontent la même histoire. Ce qui est enfoui sous le Groenland peut changer ce qui se passe bien au-delà de ses frontières. À mesure que la glace s'amincit, ses forces refont surface, non plus comme de lointains vestiges du passé, mais comme des acteurs actifs de notre avenir. Ce que nous pensions figé pour toujours commence à ressurgir. Et la question n'est plus de savoir si ces secrets remonteront à la surface, mais à quel point nous serons prêts quand cela arrivera. Ils l'ont construite pour disparaître, scellée dans le silence, ensevelie sous la glace, mais les glaciers n'oublient pas et le passé finit toujours par se frayer un chemin à travers les fissures. Si l'histoire refait surface à mesure que la glace fond, qu'est-ce qui reste encore enfoui? Abonnez-vous et dites-nous, qu'est-ce qui ne devrait jamais être enterré?